Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un composant qu'on croise partout dans nos installations, mais qui reste souvent un peu une énigme. Je parle bien sûr du disjoncteur industriel. L'idée, c'est qu'à la fin de cette analyse, on saura lire tout ce qui est écrit dessus, comme si c'était un livre ouvert. En fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est exactement ça. Il faut imaginer que chaque disjoncteur a sa propre carte d'identité. Chaque code, chaque symbole dessus nous raconte son histoire. Qui il est, ce qu'il est capable de faire, et surtout, dans quelles conditions il peut travailler en toute sécurité. C'est la question, parce qu'en sachant lire cette carte, on s'assure d'installer le bon composant au bon endroit pour la bonne mission. Et ça, c'est la base de la sécurité et de l'efficacité d'une installation électrique. Alors commençons par l'info la plus visible, son vrai nom de code. Généralement, c'est la première chose qui saute aux yeux. Et c'est normal, puisque ça définit sa fonction première, son rôle principal dans le circuit. Bon, ce fameux C16, D32, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, c'est super simple, on a deux infos en une. Le nombre, ici le 16, c'est son calibre, ce qu'on appelle le courant nominal. En gros, c'est l'intensité maximale, en ampères, que le circuit peut supporter en continu. Si ça va au-delà, eh bien la protection thermique s'active pour éviter la surchauffe. Et la lettre, le C, ça c'est sa courbe de déclenchement, autrement dit, sa vitesse de réaction en cas de court-circuit. Un détail qui a son importance selon le type d'appareil qu'on protège. Ok, maintenant qu'on connaît son identité, voyons un peu ses limites. On peut voir ça comme son environnement de travail et sa capacité à gérer une crise, une grosse crise même. Alors, la tension nominale, souvent indiquée comme 230 ou 400 volts, c'est tout simplement la tension du réseau pour lequel il a été fabriqué. Le petit symbole en forme de vague, le tilde, c'est juste un rappel qu'on parle de courant alternatif, ce qui est le cas dans la quasi-totalité de nos installations. On passe maintenant à une caractéristique, mais alors absolument vitale, le pouvoir de coupure. Attention, on ne parle pas du courant de tous les jours là, c'est l'intensité maximale, le pic absolu qu'un disjoncteur peut couper net lors d'un court-circuit violent sans exploser. C'est vraiment sa capacité à gérer le pire scénario imaginable. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, 10 000 ampères ou 10 kA, c'est une décharge d'énergie absolument colossale, libérée en une microseconde. La capacité du disjoncteur à stopper sa nette, c'est ce qui va empêcher un départ de feu ou la destruction pure et simple de l'équipement. Le point vraiment crucial à retenir, c'est la différence entre ces deux valeurs. Le courant nominal, c'est le travail de tous les jours, le marathon. Le courant de court-circuit, c'est l'urgence absolue, la catastrophe que le disjoncteur doit arrêter instantanément. La règle d'or, c'est que le pouvoir de coupure doit toujours être supérieur au courant de court-circuit potentiel de l'installation. C'est non négociable. Mais il n'y a pas que ça. Un bon disjoncteur, il ne fait pas que se protéger lui-même. Il a une compétence un peu spéciale. Il protège aussi tout ce qui se trouve après lui, et en particulier les câbles. Il faut chercher un petit chiffre, très souvent à 3, qui est encadré. C'est la classe de limitation d'énergie. En cas de court-circuit, il ne se contente pas de couper. Non, il le fait de manière ultra rapide pour limiter la quantité totale d'énergie qui a le temps de passer. Une classe 3, c'est le top. Ça offre la meilleure protection possible et ça préserve la durée de vie des câbles qui sont branchés dessus. On termine la lecture de notre carte d'identité avec les derniers détails. On peut voir ça comme les tampons officiels, le certifié conforme qui valide tout le reste. On trouve aussi un petit schéma électrique qui nous dit comment il est fichu, par exemple s'il est unipolaire plus neutre ou triphasé. Et bien sûr, les fameux marquages de conformité, comme le CE ou la référence à la norme N, qui sont là pour nous garantir que l'appareil respecte bien toutes les règles de sécurité en vigueur. Et là, une petite astuce de pro qui peut sauver une installation. Sur un chantier, avec la poussière, le temps, les marquages en face avant peuvent devenir illisibles. Si ça arrive, pas de panique et surtout, on ne prend aucun risque. Les fabricants gravent quasiment toujours toutes les infos techniques sur le côté du disjoncteur. Un coup d'œil sur le flanc et le tour est joué. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué toute cette carte d'identité, on va mettre tout ça en pratique. On va se faire une petite checklist, simple, claire et ultra efficace, à faire juste avant de l'installer. Voilà, tout est résumé ici. Avant de clipser un disjoncteur, on vérifie 3 points essentiels. 1. Son calibre, ici 20 ampères, doit être supérieur au courant que les appareils vont consommer, logique. 2. Son pouvoir de coupure, ici 10 000, doit être plus grand que le courant de court-circuit qu'on a calculé pour l'installation. Et 3. Sa tension d'emploi doit évidemment correspondre à celle du réseau. C'est aussi simple que ça et c'est absolument vital. Et voilà, maintenant on a toutes les clés en main. La prochaine fois qu'on aura un disjoncteur entre les mains, son histoire sera limpide et le bon choix une évidence. La vraie question n'est plus qu'est-ce que ça veut dire, mais plutôt quel circuit va pouvoir bénéficier de la protection optimale que je suis maintenant capable de lui garantir.